Alors que Merlin était sur le point de nous révéler le contexte autour de la naissance de Gawain, Gozer, accompagné de Dubs, les interrompt afin d'avoir une information capitale sur le chaos. Mais Gawain ne laisse pas couler, même si c'était elle qui ne voulait rien savoir. Ce que Merlin va souligner. Mais au-delà du contexte autour de la naissance de Gawain, les informations que ce chapitre nous offre sur la situation de Merlin et les moyens de faire face au chaos semblent minimes et pourtant si énormes. Voilà, j'aime bien. Dis-moi, Gawain, qu'est-ce qui a pu te rendre aussi rebelle dans un monde où tu as tout ce que tu veux? Tout, absolument tout! Gawain, chevalier de l'apocalypse de la sécheresse, a toujours été hanté par des questions existentielles, comme qui est sa mère biologique, pourquoi cet abandon, et surtout, pourquoi ce sentiment profond envers les femmes. La vérité frappe Gawain comme un coup de tonnerre. Le père qu'elle a toujours connu et aimé n'était qu'un gardien, un service rendu à une mère qui avait une charge trop lourde pour s'en occuper convenablement. Ses vrais parents se révèlent enfin et les réponses sont plus explosives que quiconque n'aurait pu l'imaginer. L'absence d'héritier dans la vie de Gawain autant que dans l'histoire de ce monde s'explique assez facilement, surtout pour Escanor. Lui-même l'a dit, il y a 18 ans, il a sacrifié son corps lors du combat contre le roi démon. Donc normalement, il est mort. Mais c'est sans compter Merlin qui a récupéré son âme et un bout de son d'ailleurs à retenir, très important, qu'elle lui a façonné ce corps pouvant contenir son âme. Quant à Merlin, son absence s'explique dû au fait qu'elle devait cacher un secret très important selon elle. Mais elle reconnaît néanmoins que son échec en tant que mère n'est pas à rejeter. Revenons-en maintenant sur les conditions de la naissance de Gawain. 神よ。いつかその愛を受け入れる杯が現れんことを。 Après la mort de Escanor il y a 18 ans, elle explique qu'elle n'a jamais ressenti un tel sentiment de perte auparavant. Alors peut-être qu'au final, elle avait des sentiments qui allaient au-delà de l'expérience, des sentiments réciproques à son égard. Et si tu t'en étais rendu compte un peu plus tôt, on ne serait peut-être pas dans cette... Si vous vous souvenez bien, un petit peu plus tôt, je vous demandais de retenir que Merlin avait pris un morceau de Escanor après sa mort. Elle a également pris un morceau d'elle-même, et à l'aide d'un sort magique, créa donc Gawain. Elle a quand même un sacré attrait pour l'interdire. Mais bon, sans ça, pas de manga. Gawain ne naquit donc pas au sein d'un être vivant, mais grâce à des arcanes interdites. Avec elle maintenant, la naissance de tous les chevaliers de l'Apocalypse est particulière. Après cette nouvelle, Gawain agit comme à son habitude. Elle rit en s'exclamant à qui veut l'entendre que ça fait d'elle un être encore plus spécial, pour accepter presque en larmes que c'est la raison pour laquelle elle pense ne pas être en mesure d'aimer autrui. Mais c'est sans compter sur son nouveau serviteur, comme elle le dit souvent, qui lui fait la remarque que si c'était vraiment le cas, elle ne serait pas aimée en retour. Et sans pression. Encore une fois, Merlin lâche un « Ah, tu n'aimes pas les hommes ?» C'est de mon fait. J'ai placé une malédiction qui t'empêche d'aimer les hommes. Pourquoi ? Parce que celui que j'avais en vue ne m'aimait pas. Et il était hors de question que ma fille trouve un homme avant moi. Une question d'âge. Ma pauvre, je suis la fraîcheur à l'infini. Quoi ? Tu dis que tu me détestes ? Oh, espèce de... Les parents d'aujourd'hui. En tout cas, elle lui retire la malédiction d'un coup, comme ça. Et Gawain est automatiquement gêné par le visage proche de Balin. Et elle se réconcilie avec ses parents avec des câlins. Bref, pas très important. Et là, Gawain demande à Merlin où est-ce qu'elle se trouve. Maintenant, je peux en parler parce que j'ai toujours cru que cette poupée, c'était Merlin en personne. Soit à cause d'une malédiction ou bien les effets après avoir créé un homunculus. Ce qui fait que plutôt, lorsqu'elle disait « Je devais partir pour protéger un secret », j'aurais dû m'en rendre compte. Ah mais je suis le roi de la ramasse. On pourrait poser une bombe sous mon nez que je m'en rendrais même pas compte. Évidemment, pour ne pas changer, elle n'a pas été claire avec Gawain, mais il se pourrait bien que cette fois-ci, ses paroles soient vraiment une énigme pour elle. Imagine, c'est un truc du genre, elle a créé littéralement un monde en Gawain et elle se cacherait dedans. Et elle n'aurait pas fait ça, n'est-ce pas? Bien, le chapitre se termine donc ici avec Gawain qui maintenant connaît ses origines et est prête à retourner le monde. Mais pour le moment, c'est Nakaba qui retourne ses lecteurs en nous révélant le secret de Merlin. Arthur Pendragon est dans son lit. Plus sérieusement, nous avons affaire à une version de Arthur qui a vieilli, venant à peine de se réveiller après 2 ans, d'après Merlin. Elle lui demande également des informations sur un combat que nous ne voyons pas, nous laissant penser qu'un affrontement se fait dans le monde des rêves entre les deux Arthur. Si cet Arthur est le vrai, qui est donc l'autre qui a Camelot ? Car il est vrai qu'en tant que lecteur, je ne me suis jamais posé la question de pourquoi Arthur a pris un revirement aussi radical, alors qu'à la base, quelles que soient les crasses qu'on lui ait faites, il a toujours bien pris les choses afin de protéger les autres. Les choses étant bien faites, c'est un de ceux qui en avait fait le plus baver qui, dans ce même chapitre, est dit être un des premiers à avoir remarqué un changement chez lui. Et pour sa rédemption, il décida de l'aider, même de manière indirecte.
Alors, à ma question, qui peut bien être ce Arthur de Camelot? Eh bien, pour moi, ce serait la personnification même du chaos. Car comme l'avait dit Merlin ou la Dame du Lac, le chaos, créateur des 5 grandes races, était plus proche des êtres humains, raison pour laquelle il fallait que ce soit un homme qui l'accueille. À mes yeux, le chaos était une entité qui créait, tel le Big Bang explose pour faire disparaître des choses et en faire apparaître de nouvelles. Avec cette révélation, j'en viendrais presque à me demander si chaque création, en passant par les démons et les déesses, puis les fées et les géants, n'était pas en réalité ses premières esquisses pour arriver à son chef-d'œuvre, l'homme. Aujourd'hui, après plusieurs ébauches et surtout des millénaires d'attente, il finit enfin par se voir peindre un être humain en mesure de le recevoir. Mais d'après vous, que ferait un artiste de ses premiers jets lorsqu'il estime avoir atteint la perfection? Personnellement, je n'en sais rien, mais ma logique serait soit de rentabiliser un maximum dessus, soit de les conserver quelque part bien au chaud. Parce que m'en débarrasser, après la quantité de travail que j'ai fourni, ce serait presque une insulte personnelle. Par contre, cet artiste peintre, qui est le chaos, devenu lui-même son œuvre parfaite, lui se dit, est-ce qu'il ne serait pas temps de pacifier les échecs? Ce que je disais à la fin de la première partie était beau, n'est-ce pas? Mais en réalité, cela n'était que ma deuxième théorie parce que la première me semblait un peu farfelue. Et à la base, c'était une blague. Je ne vais pas tourner autour du pot, mais Katpalug est de retour. On y reviendra en temps et en heure. Commençons d'abord par le début du chapitre. Déjà, la couverture présente une illustration stylée et menaçante de l'ennemi à abattre. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Voyons plutôt du côté de ces chevaliers du péril qui commencent à douter. Après le combat final de l'arc précédent, où Lancelot avait clairement affaibli le chaos qui était ancré en eux, ce qui a eu pour effet de ramener leur vraie personnalité. Ainsi, conscients de leurs actes, pensées et des souvenirs perdus, ils se mirent à douter de leur roi, enfin de sa nature. Même Moreldan, que je pensais être de mèche, ils se rendent compte que le roi qu'ils avaient connu ne leur aurait jamais demandé de tels sacrifices. Jamais il ne leur aurait demandé de renier leurs souvenirs, leurs sentiments, y compris leur honneur, même au nom du bien général. Cette conviction unanime est le moteur de leur nouvelle quête. Leur chemin est désormais clair, ils doivent se rendre auprès de leur roi et lui demander des réponses. Pendant ce temps, à des lieues de là, Arthur de Camelot est plongé dans une conversation secrète avec la Dame du Lac. Peut-être une conversation grâce à leur lien chaotique. Conscient que le pouvoir de sa sœur sert à l'ennemi, il n'a pas froid aux yeux, il tente le mercato. Bien sûr, il lui demande de ne pas en parler à son hôte, Lancelot, parce que maintenant on est dans Naruto. Et pour la récupérer, il utilise 2 arguments complètement pétés. Comme ton hôte ne te parle pas trop, rejoins-moi. Puis, je suis ton petit frère et ça commence à se compliquer. Rejoins-moi s'il te plaît. En mode miskin, tu vois. Malheureusement pour lui, la Dame du Lac n'est pas dupe. Elle connaît la véritable nature de son frère, Katpalug, l'incarnation même de la malice. Elle rejette son offre avec une dignité glaciale et coupe toute tentative de connexion. Après l'avoir rejeté et avant de le bloquer, elle lui conseille de se méfier des êtres humains qu'il semble tant vouloir diriger. La communication tendue avec la Dame du Lac s'achève brusquement, laissant Katpalug seul face à ses chevaliers. Le masque du roi Arthur s'est effrité depuis bien longtemps, et le doute a cédé la place à une certitude glaçante, leur souverain n'est plus celui qu'il pensait servir. Plutôt que d'offrir des explications, Kat choisit la cruauté. Il répond à leur regard accusateur en frappant là où ça fait le plus mal, évoquant des noms, des visages chers à chacun d'eux, sauf Moreldan qui insulte gratuitement. Avec sa phrase d'ailleurs, il y a possibilité qu'elle soit née de la même manière que Gawain, née de la magie faisant d'eux des sortes d'homonculus. Tout cela n'a aucune importance. Lance-t-il finalement, balayant leur question d'un geste dédaigneux. Le voile se lève entièrement. Son sourire s'étire en une grimace monstrueuse. Et il reprit. Mon intention? Que tout disparaisse! Une fois révélé, il se lance dans un monologue. Parce que ses chevaliers sont d'abord choqués, et surtout il reprend le contrôle avec le chaos. Alors ils n'ont rien à dire. Si vous vous rappelez bien, il y a 18 ans, Arthur avait absorbé Katpalug, pensant ainsi que c'en était fini pour lui. Mais maintenant que ce dernier le dit, ce n'était pas très malin. Par exemple, dans Fairy Tail, ça reviendrait à mettre Natsu Dragnir dans une prison de feu. Pour ceux qui n'auraient pas compris, Natsu est un chasseur de dragons. Dans son monde, les chasseurs se nourrissent de l'élément auquel ils sont liés, à quelques exceptions faites, pour devenir plus forts à un moment T. En gros, mettre un être chaotique qui se nourrit exclusivement de chaos pour devenir plus fort, au sein même du chaos, c'est de la merde. Alors forcément, il a bien mangé jusqu'à ce que Merlin les sépare. La question serait de savoir qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui, en particulier avec Guenièvre, qu'il a à peine utilisé en 2 ans, et aujourd'hui il va en faire sa femme. Alors qu'est-ce qui a changé en 2 pauvres petites années? Ce n'est certainement pas l'âge. Entre 12 et 14 ans, il n'y a pas grand chose, et les intentions de Katpalug ne sont certainement pas de ce genre.
Alors, avec Guenièvre qu'il avait capturé il y a 2 ans pour son pouvoir de divination, j'en viendrais presque à me demander si cette union ne cacherait pas en réalité une vision d'un chemin à travers l'Apocalypse.